Salut! Aujourd'hui, je reçois celle qui pourrait devenir la prochaine Nagano ou Nézet-Séguin. Elle a 32 ans, elle est chef d'orchestre. Je vais rencontrer Dina Gilbert pour savoir c'est quoi être une femme chef d'orchestre en 2017. Être chef d'orchestre, là, je trouve que ça a l'air d'un métier qui se peut pas, un métier inaccessible. Toi, qu'est-ce qui t'a donné ce rêve-là? À quel moment tu as commencé à rêver de ça? Bien justement, pour moi aussi, c'était inaccessible parce que j'ai découvert en fait que l'option de devenir chef d'orchestre était accessible vraiment sur le tard parce que je viens de Saint-Georges-de-Beauce, il n'y a pas d'orchestre. Oui. Mes parents ne sont pas musiciens, mais ils aimaient beaucoup la musique. Donc, je commençais en faisant partie de chœur, en jouant beaucoup de piano. Et j'ai commencé à avoir des opportunités de diriger très tôt, des chœurs. Okay. Et donc, je dirigeais de façon autodidacte, en Beauce, des petits chœurs pour enfants, je dirigeais des harmonies cadets, des choses comme ça. Puis j'avais beaucoup de plaisir à faire, mais j'avais aucune idée qu'un jour, tout ça allait me mener à devenir chef d'orchestre. Que ça pouvait être une carrière. Exactement, que ça peut être une carrière. Donc, je déménageais à Montréal ensuite à 16 ans. J'ai fait un cégep en piano, ensuite un baccalauréat en clarinette. Puis c'est à ce moment-là qu'il y avait un cours optionnel en direction d'orchestre qu'on pouvait prendre. Et là, tout de suite, je me disais, c'est clair que je vais prendre ça. Waouh, ouais, ça doit être donc bien le fun de faire ça. À partir du moment où j'ai été acceptée en maîtrise en direction d'orchestre, j'ai vraiment finalement compris tout le parcours des années que j'avais fait jusqu'à présent en étant musicienne, que c'était voué à arriver à ce résultat-là, c'est de devenir chef d'orchestre. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on voit du chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui gesticule beaucoup, avec une baguette. Ça a l'air facile, à la limite. Hein? Ça a l'air de quelque chose, on peut tous faire ça. C'est quoi être chef d'orchestre pour vrai? Bien, c'est ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils voient, c'est dans le fond la pointe de l'iceberg, je dirais, du travail. Là, parce que moi, je dis toujours, quand j'arrive à faire le concert, 99,5 % de mon travail est déjà fait. Parce que le travail essentiel du chef d'orchestre, en fait, c'est d'étudier la partition, de faire la programmation, aussi de décider les œuvres qui vont être jouées au programme quand on est directeur artistique d'un orchestre. Et ensuite, j'ai peut-être 85 % de mon temps que je vais passer à étudier des partitions très tard le soir ou tôt le matin, à annoter, à étudier par rapport aux compositeurs, qu'est-ce qu'ils vivaient à ce moment-là, essayer de trouver en fait des informations historiques qui vont pouvoir me guider sur la façon dont Beethoven voulait que cette œuvre-là soit jouée. Et donc, avec toute cette recherche-là, ensuite, je prépare enfin mon plan de répétition parce que j'ai aussi un rôle de gérer le temps. Il faut que c'est ma responsabilité que les musiciens soient prêts, rendus au concert. Les musiciens ont besoin de savoir quand on commence la musique. Donc pour ça, c'est le chef qui décide et on va faire un geste de levée qui va faire en fait une respiration pour les vents ou encore une préparation pour les cordes. Et quand je vais retomber en bas, ça va être le premier temps. L'outil de travail, en fait, du chef d'orchestre, c'est la baguette. Il n'y a rien de complexe là-dedans, c'est simplement un bout de bois. C'est l'extension du bras. Donc, règle générale, on va essayer d'avoir une baguette qui est de cette longueur-là, ici. On la place dans la main et ça va être important de la positionner dans notre main aussi pour que ce soit en continuité avec notre bras. Parce que c'est au bout de la baguette qu'on va canaliser toute l'information qui va être indiquée aux musiciens. C'est quoi la part de spectacle, d'exubérance, puis la part de rationnel dans le métier de chef d'orchestre? Parce qu'il y a vraiment les deux, hein? Je pense qu'il y a une partie très intellectuelle, puis une partie très émotionnelle. En fait, c'est certain que quand je commence à décortiquer la partition, pour moi, c'est d'abord, en effet, beaucoup plus intellectuel, rationnel, parce que chaque décision, en fait, que je vais amener en répétition, pour moi, il faut qu'il y ait une cohérence pour que les musiciens respectent la décision de Dina Gilbert, 32 ans, qui décide que cette phrase-là doit être interprétée de cette façon-là pour Beethoven. C'est sûr que si j'ai pas des arguments forts pour convaincre l'orchestre, ça risque de pas fonctionner. Donc, de là, le fait, l'étude au départ, c'est beaucoup plus... pour être vraiment solide. Solide là-dessus. Par contre, après ça, c'est certain que chaque chef d'orchestre, par notre personnalité, par notre gestuelle aussi, qui est distincte d'une personne à l'autre, mais qui est quand même authentique avec ce qu'on est, il va y avoir une petite part qui va être teintée quand même quand je vais faire une œuvre. De la même façon qu'un orchestre aussi va avoir sa teinte, sa couleur, d'un orchestre à l'autre. Il va toujours avoir ces éléments-là qui vont faire en sorte que, pour les spectateurs, c'est rafraîchissant d'entendre la même pièce jouée par différents orchestres, différents chefs d'orchestre. Ça peut être complètement différent. On renouvelle toujours la chose. Oui, c'est ça. Il y a aussi le renouvellement par la pop. On sait que la musique classique, en ce moment, a tendance à devenir hybride, à se mélanger avec plein de choses, avec le conte, avec la musique pop, etc. Toi, par exemple, tu aimes beaucoup les musiques de films, je sais. Là, tu vas diriger la symphonie du jeu vidéo. Est-ce que c'est comme ça qu'on modernise ou qu'on amène la musique classique vers le futur, en la mélangeant? En fait, c'est comme ça, je pense qu'on la déploie
à toutes les audiences possibles. Parce la musique classique, pour moi, je suis convaincue que ça s'adresse à tout le monde et que tout le monde aime la musique classique. Ils connaissent un peu la musique classique, mais qu'ils ne le savent pas, justement. Oui. Parce que la musique classique se retrouve dans les publicités, dans les films, dans les jeux vidéo. Et je pense que de pouvoir donner des expériences comme ça où les gens découvrent que c'est un orchestre symphonique qui joue, oui, la trame sonore de films et de jeux vidéo, les gens, après ça, ils comprennent que tout le travail, en fait, qu'il y a en arrière, le compositeur qui s'est mis à la table de travail, l'arrangeur, le chef d'orchestre. Puis je trouve ça fascinant de pouvoir faire de jumeler différents mondes comme ça. Je fais des concerts hip-hop symphoniques en France. Oui, t'as fait ça. Ouais. Avec des grandes stars, MC Solar, Ayam, Youssoufa. Ça doit être assez chouette, ça, quand même. C'est très chouette. Parce que c'est deux mondes qui, a priori, vont pas ensemble. En effet, mais en même temps, eux me disaient, oui, mais nous, on prend des samples de musique classique dans nos œuvres. Très donc, souvent. pour eux, c'était très cohérent de faire ce mélange-là. Donc, dans la salle, quand on arrive en faisant des concerts comme ça, on a des gens qui sont là devant nous qui ne seraient peut-être pas rentrés dans une salle de concert conventionnelle. Et c'est un premier contact et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir faire ces mondes hybrides-là, en fait, de la musique classique, que ce soit dans le film, que ce soit dans la vidéo, de la musique pop, la chanson pop, tout est possible. Ouais. Tu as beaucoup travaillé avec Nagano, qui est aussi friand, justement, d'audace, de mélange des genres. Qu'est-ce que tu as appris avec lui? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Qu'est-ce qui m'a le plus apporté, c'est... en fait, je trouve que le maestro Kent Nagano est l'emblème, en fait, parfait, je dirais, du directeur artistique et chef d'orchestre de notre siècle. Dans le sens que, si on recule 50 ans en arrière, les chefs d'orchestre venaient en répétition, ils dirigeaient leurs œuvres, ils s'en allaient. Là, je trouve que aujourd'hui, on a besoin quand on est à la tête d'une organisation comme l'Orchestre symphonique de Montréal ou encore l'Orchestre métropolitain, peu importe l'orchestre, on a aussi besoin d'avoir une vision pour l'orchestre, d'être connecté avec la communauté et tout ça. Et je trouve que le maestro Nagano l'a très bien, ça. Et c'est aussi de la recherche d'excellence en tout temps parce que, autant en répétition, je voyais son détail, le souci du détail dans chaque aspect du travail. Et c'est autant sur le podium qu'en dehors du podium. Oui. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement travaillant, extrêmement inspirant et de le suivre au quotidien dans toutes ses activités, les répétitions, les enregistrements, les tournées de l'orchestre, ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Et il a de très beaux cheveux. Aussi. Il y a peu de femmes chefs d'orchestre. Ça reste un métier d'homme. Est-ce que c'est difficile de se tailler une place pour une femme dans ce milieu-là? Difficile. En fait, moi, j'ai peut-être eu de la chance, j'avoue, et en étant au Canada versus d'autres pays, je dirais que ça va être différent d'un endroit à l'autre. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir à l'Université de Montréal 2 hommes comme professeurs. On était 3 femmes et 2 hommes quand j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat. Oui. Donc, même dans notre classe, moi, j'ai pas senti justement cette espèce de difficulté entre hommes-femmes parce que j'étais dans un milieu comme celui-là. Mais c'est après, quand j'ai gagné le poste à l'Orchestre symphonique de Montréal, que là, tout d'un coup, j'ai réalisé, oh wow, c'est vrai, je suis quand même la première chef assistante à avoir ce poste-là. Et c'est rare, les femmes qui ont des postes importants auprès d'orchestres prestigieux et tout ça. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées, qui étudient puis qui sont extrêmement compétentes, parce que j'en connais plein, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. Mais je pense que c'est un peu comme en politique. Ça va prendre, malheureusement, encore des décennies, on dirait, avant que tout le monde soit unanime et comprenne qu'on a de la crédibilité sur un podium et que ce n'est pas un métier destiné seulement pour les hommes et tout ça. Mais il faut savoir, en fait, que dans le fond, l'orchestre symphonique, à la base, c'était seulement des hommes, juste le temps qu'on commence à graduellement faire des auditions derrière un mur. Et c'est depuis, en fait, que maintenant, les orchestres sont c'est des à part auditions égale. Cachées. C'est comme ça que les femmes ont commencé dans les orchestres. Parce que, de façon inconsciente, on mettait de côté pendant très longtemps les femmes. Et là, on a le résultat. Aujourd'hui, si vous regardez la plupart des orchestres au Canada, vous allez voir que c'est assez égal. Mais par contre, le chef d'orchestre, pour nous, on a besoin de se faire voir. Donc, on se fait critiquer ou on se fait évaluer, juger sur plein de choses. Et des fois, c'est juste sur est-ce qu'on a l'air d'un chef d'orchestre. Puis j'avoue, hein, j'ai pas l'air d'un chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? J'avoue que des fois, quand j'arrive comme chef invité, je sais pas, en France, au Japon, puis que je me présente, les gens, oui, mais vous êtes qui, vous? Je suis la chef d'orchestre. Puis il y a comme une espèce de petit 2-3 secondes de ah, OK, oui, ça peut. Oui, un moment de flottement puis qui m'amuse aujourd'hui. Mais exemple que je ressens pas trop ici au Canada. Donc, ça dépend de l'endroit où je vais. Les gens vont être plus habitués ou non à être dirigés par une femme. Tu diriges plusieurs orchestres, tu voyages à travers le monde, tu as 32 ans. Tu rêves de quoi? Je rêve de quoi? Ben, en fait, je dirais que là, présentement, c'est un point tournant pour avoir eu des années fantastiques à l'Orchestre symphonique de Montréal.
J'ai encore l'ensemble Arkea, qui est l'orchestre que j'ai fondé à Montréal. Je viens d'être nommée à la tête de 2 orchestres canadiens, un qui est basé à Rimouski, l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, et un en Colombie-Britannique, le Kamloops Symphony. Donc, je dirais que c'est un point important présentement parce que là, c'est une chose d'être chef d'orchestre, mais d'être directeur artistique, ça a des responsabilités encore plus grandes. Comme je le soulignais, le maestro Nagano m'a beaucoup inspiré par ça, parce que je trouve que là, j'ai une responsabilité envers la communauté où je peux amener les musiciens plus loin, explorer des nouvelles avenues. Tu peux arriver avec des vraies propositions. Des propositions, puis oser prendre des risques et tout ça. Donc, tout est permis. Et c'est ça qui me fascine, en fait, dans les prochaines années. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec ces orchestres-là? Et c'est certain que pour moi, je veux continuer à explorer, continuer à être invitée à l'étranger. Et je dirais que j'ai pas de limite ou de projet. Tout ce que je veux, c'est avancer. Pour l'instant, ça se passe bien. Et je me croise les doigts, en fait, pour que ça mène loin, parce que j'ai quand même des fortes ambitions. On verra ce que l'avenir dira. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu rêves de diriger? Une œuvre que je rêve de diriger? Tu dis, là, ça, il faut que je le coche sur ma liste, là. Que je le coche sur ma liste. Il y en aurait plusieurs. Daphnis et Chloé de Ravel, Le sac du printemps de Stravinsky. Des œuvres, en fait, qui sont très, très grandes en effectif. Donc, on a moins l'opportunité, des fois, avec un orchestre plus petit budget à présenter. Mais je dirais, chaque œuvre a tellement de choses à apporter que peu importe c'est quoi, je trippe. Puis tu arrives à en faire quelque chose de personnel aussi, c'est ce que tu as envie de faire. Oui, tout à fait. Ouais. Dina, on a apporté des objets qui font référence à des choses importantes pour toi, sur des œuvres marquantes, des souvenirs marquants. Ça, c'est le DVD du Violon rouge. Film excellent que j'ai adoré de François Girard. Tu as dirigé, moi j'étais là quand tu as dirigé ça dans la Naudière. Tu as dirigé un orchestre donc, qui accompagnait le film, qui faisait la musique en direct. Pourquoi ce film-là? Ben, en fait, c'est ça, c'est que je me souviens, moi, de l'avoir écouté à sa sortie, puis réécouté à chaque fois que ça passait à la télé. Et j'étais fascinée par cette magnifique histoire. Puis c'est certain que nous, à Saint-Georges-de-Beauce, il n'y a pas d'orchestre symphonique, donc tout ce qui était avec violon et tout ça, ça m'attirait beaucoup. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé pouvoir jouer du violon. Donc, il y avait tout ça qui revenait. Mais quand on m'a proposé ensuite de travailler sur ce projet-là, je me disais, mais je peux pas croire que je vais finalement rencontrer le réalisateur, que je vais échanger avec les assistants de John Corigliano et tout ça. Donc, c'était comme un univers assez spécial de pouvoir voir la petite fille de Saint-Georges-de-Beauce qui finalement se met à travailler avec un gros projet comme ça. Édith Piaf. Oui. Quand on t'a demandé la chanson que tu préfères, Non, je ne regrette rien. Oui. Qui est une chanson plus de fin de vie. Je sais, mais j'ai sorti ça comme la première chose. Mais en fait, c'est Édith Piaf, je pense. C'est juste que j'ai grandi avec... mes parents écoutaient toujours de la musique française, donc dans l'auto, en vacances, puis tout ça. Puis je me rends compte que quand j'étais enfant, je me disais, ben voyons, c'est vraiment abstrait que j'écoute ce genre de musique-là. Mais aujourd'hui, on dirait que je le réécoute d'une nouvelle façon, avec des oreilles d'adulte et tout. Et je sais pas, on dirait que ça me touche parce que ça me rappelle beaucoup toute ma famille, en fait. Voilà. Voilà. Game of Thrones, quand on t'a demandé tes répliques, les répliques que tu connais par cœur, t'as parlé de Game of Thrones. Ben oui, c'est vraiment étrange parce qu'en fait, honnêtement, là, c'est très rare que j'écoute la télé. Puis là, on dirait que j'ai eu la permission. C'est travailler. C'est ça, je me suis donné la permission de pouvoir écouter des séries de Game of Thrones. Puis j'avoue, j'ai resté accrochée parce qu'à un moment donné, j'ai fait un programme qui était à propos de la musique héroïque. Puis je voulais faire une espèce de mélange où tout le monde allait trouver son compte. Donc, je faisais la symphonie numéro 3 de Beethoven, Heroica. Je faisais aussi Fanfare for a Commandment de Copland. Je faisais aussi la musique de Lieutenant Kiji de Prokofiev. Et Prokofiev, en fait, écrivait la musique classique de concert, mais écrivait aussi de la musique de film. Donc, de là, le fait, je me suis dit, OK, mais là, on pourrait peut-être faire un parallèle avec aujourd'hui. Donc, j'ai demandé à Simon Leclerc, extraordinaire compositeur et aussi arrangeur québécois, est-ce que tu pourrais me faire un arrangement de Game of Thrones? J'aimerais ça avoir quelque chose de spécial dans le concert. Et donc, il m'a fait il a écrit cette pièce-là pour moi, pour que je puisse diriger un concert en Caroline du Nord. Et là, ça m'a donné l'autorisation, dans mon étude, d'écouter toutes les séries de Game of Thrones. C'est la série au complet? Oui, pas mal. Oui. Ouais. As-tu regardé la plus récente? Pas la plus récente. J'attends mes vacances, ça va faire partie de ça. Voilà. Auteur préféré? Oui. Ben, en fait, j'ai beaucoup lu de ses livres. On recule là, de quand même plusieurs années, mais je restais accrochée. Puis c'est un des rares auteurs que j'ai vraiment accroché sur plusieurs des livres. Puis c'est ça, Les Thanatonautes, L'Empire des Anges, tout ça. On dit que ça me fascine. J'aime beaucoup la science-fiction. J'aime beaucoup tout ce mélange de quelque chose qui pourrait peut-être être vrai dans un autre univers et tout. Donc, j'aime beaucoup son écriture.
Merci de m'avoir fait découvrir ton métier qui me fascine et en même temps me mystifie complètement. Merci, Dina. Merci, Catherine.